Bonjour et bienvenue à cette courte capsule sur la campagne de vaccination antigrippale 2019-2020. Je suis Maryse Mathieu, je suis conseillère cadre en soins infirmiers à la direction des soins infirmiers du CIUS de la capitale nationale. Je vous présenterai la prochaine capsule de formation qui porte sur les vaccins qui seront utilisés pour la prochaine campagne. Bon visionnement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici quelques rappels de votre équipe en prévention et contrôle des infections du CIUS de la capitale nationale. Voici les 4 moments d'hygiène, de pratique en hygiène des mains lorsqu'on intervient auprès d'un usager. L'amélioration des pratiques d'hygiène des mains est vraiment centrale pour la qualité des soins parce que ça pourrait entraîner une diminution des infections associées aux soins de santé qui pourrait atteindre jusqu'à 50%. Les 4 moments d'hygiène des mains sont les suivants. Le premier, c'est avant un contact avec un usager ou son environnement. Le but à ce moment-là est d'éviter de protéger l'usager et son environnement des micro-organismes qui pourraient être transmis par des mains mal lavées des travailleurs. Le moment 2 est avant une intervention aseptique, soit avant d'accéder à un site critique qui pourrait présenter un risque infectieux pour l'usager. Et là, l'objectif est vraiment de prévenir la transmission de micro-organismes avant le contact avec des muqueuses ou la peau non intacte de l'usager. Dans un contexte de vaccination antigrippale, ce moment 2 pourrait représenter, par exemple, avant la préparation de vaccins ou avant d'injecter, si c'est des seringues déjà pré-préparées, il est important de se laver les mains à ce moment-là avant de procéder à ces techniques-là, à ces interventions-là. Et là, c'est vraiment de respecter un temps de friction de toutes les zones de la main, incluant le poignet, le pouce et les doigts, pendant 20 secondes pour assurer une efficacité complète de la technique. Le troisième moment, c'est après un risque de contact avec des liquides biologiques. Et là, c'est l'objectif du lavage des mains au moment 3 est vraiment de protéger le travailleur d'une colonisation ou d'une infection par des micro-organismes dont l'usager est porteur et pour empêcher la contamination de l'environnement de soins. Finalement, le dernier moment, le moment 4, est après un contact avec son patient ou l'environnement. Fait que là aussi, c'est pour protéger le travailleur d'une colonisation de micro-organismes provenant de l'usager et aussi de l'environnement. Et là, le moment 4, en fait, dans un contexte de vaccination, c'est vraiment de se laver les mains encore là pendant 20 secondes avec un temps de friction qui couvre toutes les zones de la main avant de faire une autre intervention, de poursuivre ses notes et de prendre son crayon pour documenter la fin de son intervention. Le moment 4, dans un contexte de vaccination, c'est vraiment à la fin de l'intervention, soit quand le diachylon est mis, quand il n'y a plus de risque de contact avec un liquide organique. L'usage de la solution hydroalcoolique est une méthode privilégiée pour procéder à l'hygiène des mains dans tous les milieux de soins. Il y a 2 conditions essentielles à l'utilisation de la solution hydroalcoolique, soit avoir les mains sans souillure visible et avoir les mains sèches, parce que la présence d'eau, en fait, pourrait diluer les alcools sensibles dans la solution et ainsi abaisser la concentration d'alcool de la solution hydroalcoolique, ce qui altérerait son efficacité. Concernant l'hygiène respiratoire, 3 petits rappels. Portez un masque en tout temps si vous avez des sécrétions respiratoires infectieuses ou en présence d'un rhume, par exemple. Procédez à l'hygiène des mains après s'être mouché et disposez immédiatement du mouchoir souillé. Cette formation sur la vaccination contre la grippe saisonnière 2019-2020 vous a été préparée par Alain Martel et Caroline Thibault, qui sont tous deux infirmiers et infirmières cliniciennes à la direction de santé publique du CIUS de la capitale nationale. Donc pour l'année 2019-2020, les principaux changements sont les suivants. Ça sera une autre année de transition pour les critères de gratuité. Si vous vous souvenez bien, l'an dernier, il y a eu un changement assez important sur les critères de gratuité pour en fait recevoir le vaccin contre la grippe gratuitement.
les clientèles de 6-23 mois et 60-74 ans en bonne santé ne font plus partie des populations ciblées pour recevoir le vaccin gratuitement. On va y revenir un petit peu plus loin là, plus en détail là, sur les populations ciblées. L'utilisation de vaccins quadrivalents uniquement pour toute clientèle. Aucun vaccin intranasal. Le FluMist n'est pas distribué au Canada pour la saison 2019-2020 due à une baisse de production provoquée par la pénurie d'un ingrédient actif dans sa composition. Donc, le FluMist ne sera pas disponible. Ça va être uniquement des vaccins injectables. Il y a 2 nouvelles souches qui composent le vaccin. Je vais y revenir un peu plus tard. Aucun changement au niveau du programme de vaccination contre le pneumocoque. Et les raisons d'administration au registre de la vaccination, soit SI-PMI, ont également changé. Les nouveaux critères, il y a un nouveau critère pour les femmes enceintes. Les maladies chroniques incluent les 6 à 74 ans. Puis quand que vous allez encoder l'administration du vaccin dans la SIPMI, c'est bien important de respecter l'ordre de priorité des facteurs, là, des raisons d'administration. Mais encore là, seul, on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, dans la prochaine présentation, je vous présenterai la composition des vaccins pour cette année, ceux qui seront disponibles, les critères de gratuité associés, les vaccins injectables, la vaccination contre le pneumocoque, un petit tour rapide, la saisie au registre provincial et les déclarations des manifestations cliniques inhabituelles. Donc, pour cette année, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est des vaccins quadrivalents, donc qui sont composés de 4 souches de virus. Les vaccins qui sont disponibles sur le marché pour le programme d'immunisation gratuit contre l'influenza sont des vaccins inactivés de virions fragmentés. Les trois disponibles, c'est le même type de vaccin. Les 4 souches qui composent ces vaccins sont la souche A Brisbane, la A Kansas, la B Colorado et la B Phuket. La A Brisbane, c'est la souche H1N1, qui est une nouvelle souche, mais qui avait déjà été, qui a déjà fait partie là, des compositions de vaccins contre la grippe antérieurement. Puis 2 souches A, 2 souches B, là, comme à l'habitude. Les vaccins disponibles pour l'année 2019-2020 pour le programme gratuit du ministère sont le Fluzone quadrivalent, le Flulaval Tétra et l'Afluria Tétra. Seulement les 2 premiers sont homologués pour une administration à partir de l'âge de 6 mois et l'Afluria Tétra qui sera disponible pour les CHSLD principalement est homologué à partir de l'âge de 5 ans. Il y a d'autres produits, aussi comme à chaque année, qui sont disponibles au Canada, mais pour le marché privé. Je ne vous passerai pas toute la liste. Il y a également un tableau résumé qui sera disponible dans la boîte à outils annexée à cette formation. Vous pourrez avoir tous les détails sur ces produits si vous souhaitez en avoir davantage, mais vous pouvez aussi vous référer au PIC. Concernant les critères de gratuité, les enfants en bonne santé de l'âge de 6 à 23 mois et les adultes en bonne santé âgés de 60 à 74 ans ne sont plus visés par la campagne gratuite du ministère. Cependant, si une personne faisant partie de l'un ou l'autre de ces groupes se présente dans une de nos cliniques de vaccination, elle pourra quand même obtenir encore cette année le vaccin gratuitement. Donc, pourquoi ces changements dans les critères de gratuité cette année? C'est qu'il y a moins de décès associés à l'influenza dans les groupes, dans certains groupes
qui étaient antérieurement ciblés dans le programme gratuit, c'est-à-dire les personnes en bonne santé de moins de 75 ans. C'est pour ça que, en fait, c'est suite au constat que la grande majorité des décès associés à l'influenza au Québec est observée chez les personnes avec maladie chronique, dans 92% des cas, et chez les personnes de 75 ans et plus, dans 88% des cas. Le nombre de personnes à vacciner dans ces groupes pour prévenir une hospitalisation ou un décès est très élevé et ça dépasse le seuil de coût-efficacité établi. Fait qu'on avait à vacciner beaucoup de personnes pour peu de décès évités finalement dans ces groupes-là de personnes en bonne santé de moins de 75 ans. Il y a aussi que l'efficacité est variable du vaccin contre la grippe, c'est quelque chose de connu. Dans les meilleures circonstances, on se situe autour de 30 à 60% d'efficacité. Donc, même si la personne était vaccinée, la couverture était quand même relativement plutôt faible selon les années, en fait. Mais ça pouvait quand même aller jusqu'à 60%, mais c'est dans les meilleures circonstances. L'impact de la vaccination répétée sur l'efficacité du vaccin est quand même peu connu. Donc, il y a un certain principe de précaution là, à prévaloir ici. Puis l'acceptabilité mitigée également de la vaccination contre la grippe parce qu'on a malgré tout des couvertures vaccinales qui sont variables, oui, de certains groupes, mais pour les enfants de 6 à 23 mois, on avait une couverture qui était inférieure à 40%. Il est pertinent de mentionner que ces changements-là ne sont pas une mesure d'économie. Il faudra quand même administrer le même nombre de vaccins annuellement pour augmenter la couverture vaccinale à au moins 80%, ce sont les cibles, dans les groupes à risque élevé. Je répète, les groupes à risque élevé, c'est les personnes de 75 ans et plus et les personnes atteintes d'une maladie chronique. Actuellement, on se situe entre 20 et 65% selon les groupes. Les changements sont basés sur des recommandations des experts du Comité sur l'immunisation du Québec et sur leur analyse exhaustive des données probantes disponibles à ce jour, dont plusieurs études réalisées au Québec. Donc, pour les vaccins injectables, la vaccination, le programme de vaccination du ministère pour les groupes qui ont accès à la vaccination gratuite sont les personnes âgées de 75 ans ou plus, les personnes âgées de 6 mois à 74 ans, présentant des troubles cardiaques ou pulmonaires chroniques, dont la dysplasie bronchopulmonaire, la fibrose kystique et l'asthme, ainsi assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers. Les états chroniques tels qu'un diabète, des erreurs innées du métabolisme comme des tyrosinémies héréditaires de type 1, une obésité importante. À titre indicatif, une obésité importante, c'est une IMC égale ou supérieure à 40. Des troubles hépatiques incluant une cirrhose, des troubles rénaux, des troubles hématologiques incluant une asplénie, une anémie ou une hémoglobinopathie, un cancer, un déficit immunitaire ou une immunosuppression incluant l'infection par le VIH. Il y a aussi les conditions médicales entraînant une diminution de l'évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d'aspiration, comme par exemple un trouble cognitif, une lésion médulaire, un trouble convulsif ou les troubles neuromusculaires. Les femmes enceintes présentant l'une des conditions susmentionnées, quel que soit le stade de grossesse, et les femmes enceintes en bonne santé qui sont au 2e ou au 3e trimestre de la grossesse. Donc ça, c'est pour les groupes ciblés par le programme gratuit. Il y a également les résidents de tous les âges en centre d'hébergement ou en soins de longue durée, ainsi que dans les ressources intermédiaires. Les voyageurs faisant partie des groupes à risque élevé de complications et qui se rendront dans une région où les virus de l'influenza circulent. Les travailleurs de la santé,
les personnes vivant sous le même toit que les personnes faisant partie des groupes à risque élevé de complications et celles qui en prennent soin à leur domicile. Ça inclut les enfants âgés de 6 mois, là, pour les gens qui demeurent sous le même toit. Les enfants et les adolescents sous traitement prolongé d'acide acétylsalicylique, les personnes à risque d'exposition dans des contextes particuliers, comme les contacts avec de la volaille infectée ou les contacts étroits avec un cas de grippe aviaire. Dans le contexte du programme de vaccination contre la grippe, un travailleur de la santé est défini de la façon suivante. Une personne qui donne des soins de santé ou qui entre en contact étroit avec des personnes à risque élevé, telles que définies par le PIC, soit dans un hôpital, un CHSLD, une clinique médicale ou dentaire, en CLSC, dans un milieu de vie ou de soins. Donc, ça peut être un médecin, une infirmière, des ambulanciers, pharmaciens, professionnels dentaires, étudiants en soins infirmiers ou en médecine, techniques de laboratoire, bénévoles, puis ça, c'est non exhaustif, là, ce ne sont que des exemples. Les termes incluent les stagiaires de la santé et leurs professeurs, et en plus des travailleurs mentionnés précédemment, ce terme regroupe aussi les premiers répondants qui donnent des soins. En lien avec la 4e puce, les travailleurs en service de garde ne sont plus ciblés par la campagne de vaccination. Pour la vaccination hors programme gratuit, il y a les personnes qui, dans l'exercice de leur fonction, rendent des services essentiels de leur communauté, les voyageurs en bonne santé qui quittent le Canada pour se rendre dans une région où l'activité grippale est en cours ou prévue, et toute personne qui souhaite réduire leur risque de contracter la grippe ou la transmettre. Donc, ces groupes peuvent recevoir, en fait, ce sont des autres indications, mais elles ne sont pas admissibles au programme gratuit du ministère. Voici un tableau résumé de la composition des 3 vaccins qui seront disponibles dans le programme gratuit du ministère, ainsi qu'un autre qui est disponible pour le secteur privé, l'Influvac Tetra. Ce sont soit des fioles de 5 ml ou des seringues unidoses. Pour les 3 premiers, le Flulaval Tetra, Afluria Tetra et Fluzone quadrivalent, ces 3 vaccins-là sont disponibles pour le programme public. 2 sur 3 contiennent du thimerosal et l'autre contient des traces d'un antibiotique, la néomycine et le polymyxine B. Je vous le mentionne parce que des fois, ça peut arriver que vous fassiez poser la question. Et l'autre particularité aussi, c'est que un des deux vaccins qui est disponible en fiole, soit le Flulaval Tetra, est disponible et la fiole est bonne pendant 28 jours. À partir du moment où elle est entamée, comparativement au Fluzone quadrivalent, qui est bon jusqu'à la date de péremption, même si la fiole est entamée. Donc, pour le Flulaval Tetra, c'est très important de dater les fioles à partir du moment où vous en entamez une. Pour tous les détails sur les composants des vaccins qui sont disponibles, autant pour le programme public que pour le programme privé, je vais déposer dans la boîte à outils le tableau résumé d'informations sur les vaccins antigrippaux distribués au Québec pour cette année. Donc, vous avez tous les détails, là, encore plus sur les autres ingrédients, les traces d'antibiotiques, thimerosal, etc. Et vous avez la même chose sur la page 2 pour les vaccins qui sont disponibles hors PIC. PIC étant le programme gratuit du ministère, ne pas se confondre, pour la vaccination payante. Les contre-indications, avoir eu une anaphylaxie suite à l'administration d'une dose antérieure d'un même vaccin ou d'un autre produit ayant un composant identique. Donc, c'est une contre-indication absolue. Veuillez noter aussi que l'anaphylaxie aux œufs n'est plus considérée comme une contre-indication à la vaccination, et ça depuis quelques années déjà.
Il y a des précautions. Pour toutes les précautions, ce sont des précautions générales qu'on va vous mentionner. Tous les détails sont dans le chapitre sur la vaccinologie pratique du PIC. Donc, si la personne se présente avec une maladie aiguë, modérée ou grave, avec ou sans fièvre, faut l'évaluer adéquatement. Et si son état général est bon, la personne peut recevoir le vaccin. Cependant, si son état général n'est pas bon, à ce moment-là, c'est suite à votre évaluation, vous jugez que son état général est amoché, il est pas très bon. Donc, vous lui proposez de revenir ultérieurement dans une autre clinique de masse. Vous aurez toutes les dates sur place. Donc, vous lui proposez de revenir quand la personne sera en meilleure santé, là, avec son rhume guéri, pour prendre l'exemple du rhume. Autre précaution, si la personne a déjà eu une manifestation compatible avec une allergie de type 1, mais que ce n'était pas une anaphylaxie, par exemple, une urticaire généralisée qui apparaît moins de 12 heures après le vaccin, encore là, il faut évaluer sur place. Dans ces cas-là, il peut être pertinent de remplir un formulaire SPI sur la déclaration des symptômes inhabituels suite à la vaccination. Et il n'y a pas de date limite pour remplir ce type de déclaration-là. Ça peut être fait plusieurs années plus tard même. Donc, à partir du moment où une personne vous déclare avoir eu une réaction atypique suite à un vaccin, vous le déclarez dans le formulaire. Ce formulaire-là est envoyé à la santé publique et les infirmières de la santé publique analysent au cas par cas. Ils vont recontacter le patient à ce moment-là. Parmi les autres précautions, avoir des antécédents de syndrome oculo-respiratoire, un SOR, avec des symptômes respiratoires graves suivant la dernière vaccination contre la grippe. Donc, à ce moment-là, dans cette situation-là, il faut évaluer les risques et les bénéfices pour la personne à recevoir le vaccin. J'insiste sur un SOR de niveau grave parce que si la personne a manifesté un SOR de faible à modéré, ce n'est pas une précaution pour recevoir le vaccin, donc elle peut le recevoir. C'est seulement si elle a eu des symptômes d'ordre grave où là, il faut vraiment évaluer les risques et les bénéfices. Et finalement, avoir eu un syndrome de Guillain-Barré dans les 6 semaines suivant une vaccination contre la grippe. Donc, il faut éviter à ce moment-là de redonner le vaccin à ces personnes-là. Pour le calendrier des doses, le nombre de doses est inchangé avec les années précédentes, soit les enfants de l'âge de 6 mois à 8 ans doivent recevoir 2 doses lorsque c'est leur première administration. À partir du moment où l'enfant a reçu une dose dans le passé, que ce soit dans l'année actuelle ou en fait non, dans les années passées, la seconde dose n'est pas requise. Pour la Fluria Tetra, c'est un vaccin qui est homologué pour les personnes de 5 ans et plus, donc c'est important de se le rappeler. Il ne faut pas le donner aux personnes qui ont entre 6 mois et 4 ans. L'intervalle recommandé minimal est de 4 semaines. Donc, à ce moment-là, vous calculez 4 semaines, puis vous proposez aux parents de revenir avec son enfant dans une date de clinique de vaccination ultérieure. Puis, pour les enfants de 9 ans et plus, en fait, pour les adultes également et les personnes âgées, c'est une dose. Le Fluad et le Fluzone haute dose sont homologués pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Cependant, ces 2 vaccins-là ne sont pas dans le programme gratuit du ministère. Et l'Influvac Tetra est homologué pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Mais encore là, c'est pas un vaccin qui est homologué dans le programme gratuit. Les sites d'injection intramusculaire, c'est un petit rappel. Le site le plus fréquent que vous allez utiliser, c'est bien sûr le muscle deltoïde, qui est le site à privilégier pour les adultes et les enfants de plus de 12 mois.
je vous conseille de revoir la technique d'évaluation de la zone où l'injection est permise, soit mettre la tranche de la main au niveau de l'acromion et avec le pouce, évaluer le triangle là, qui se forme pour situer la partie plus pulpeuse du muscle deltoïde. J'insiste un peu sur ce point parce qu'à chaque année, on voit des infirmières qui évaluent mal le site, la zone où l'injection doit se faire. Donc, je me permets de le rementionner de nouveau. Le muscle vaste externe, c'est l'endroit privilégié pour les enfants de moins de 12 mois. Et le muscle fessier antérieur est un site disponible pour tous. Donc, si pour n'importe quelle raison, les deux autres sites précédents ne sont pas disponibles, le fessier antérieur peut en tout temps être utilisé pour l'administration d'un vaccin. Le cadran supéro-externe n'est plus un site conseillé pour l'injection intramusculaire, là je vous le rappelle, et aussi l'aspiration est déconseillée pour l'administration des vaccins car elle cause une douleur et était inutile en l'absence de gros vaisseaux sanguins. Donc vous faites seulement insérer l'aiguille et injecter. Tous les vaccins sont interchangeables contre la grippe saisonnière. Donc pour les enfants de 8 ans, de 6 mois à 8 ans, c'est la première fois qu'ils sont vaccinés contre la grippe, qui doivent recevoir une seconde dose. C'est pas important de connaître le type de vaccin, la marque, ou pas la marque, mais le type de vaccin quadrivalent qui a été utilisé pour sa première dose. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre pour sa seconde dose. Tous sont interchangeables. Manifestations cliniques après la vaccination. Le syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie qui est auto-immune, qui se manifeste par une parésie ou une paralysie ascendante, généralement réversible. L'incidence du syndrome de Guillain-Barré augmente durant les mois d'hiver et avec l'âge. Le syndrome de Guillain-Barré peut survenir suite à une infection intestinale ou respiratoire, comme par exemple une infection au Campylobacter jejuni, l'influenza, Mycoplasma pneumonie ou le virus Epstein-Barr. Donc, ce sont des exemples. C'est quand même toujours pertinent de rappeler que le risque attribuable au vaccin est d'environ 1 cas pour plus de 1 cas par million de millions de personnes vaccinées. Donc, il y a environ 1 cas sur 1 million qui va développer le syndrome de Guillain-Barré après une vaccination. C'est un risque qui est documenté chez l'adulte, mais pas chez l'enfant. Cependant, le risque de faire un syndrome de Guillain-Barré après avoir été infecté contre le virus contre la grippe, le virus d'influenza, est de l'ordre de 17 cas par million de consultations médicales pour l'influenza. Donc, on a plus de chances de développer le syndrome de Guillain-Barré après avoir fait une infection à l'influenza plutôt que d'avoir reçu le vaccin. Le syndrome oculo-respiratoire, c'est l'apparition d'au moins une des manifestations suivantes dans les 24 heures suivant la vaccination, soit les yeux rouges, les symptômes respiratoires comme de la toux, difficulté à respirer, avaler ou une respiration sifflante, et un édème facial. C'est rarement reporté chez les enfants, le plus souvent c'est bénin, ça dure moins de 48 heures, puis une récurrence de 5 à 34% des cas. En ce qui a trait aux manifestations cliniques plus fréquentes suite à la vaccination, les inconforts ou signes et symptômes au site d'injection, soit la douleur, rougeur, édème, ecchymose ou prurite sont les plus fréquentes. Parmi les autres manifestations, il peut y avoir des myalgies, céphalées, fatigue, douleur articulaire, perte d'appétit, irritabilité et somnolence, fièvre, frisson, malaise, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale et douleur articulaire, l'édème facial, l'étourdissement, éruption ou urticaire, lymphadénopathie, convulsions, paresthésie, névralgie, c'est des possibles manifestations également, et très rarement une allergie de type anaphylactique.
Par rapport au vaccin intramusculaire sans adjuvant et au vaccin à dose standard, les réactions locales et systémiques, comme des céphalées, malaise ou myalgie, sont observées le plus souvent après le vaccin avec adjuvant, fluade ou le vaccin Fluzone haute dose, ce qui inclut la fièvre pour le Fluzone. Mais ces réactions sont généralement légères ou modérées et de durée limitée. Relativement à l'immunogénicité, soit la réponse au vaccin, le taux d'anticorps élevé est observé 2 semaines après la vaccination. Il y a persistance des titres des titres protecteurs pendant plusieurs mois suite à la vaccination. La durée de l'immunité après l'administration du vaccin inactivé peut varier d'une personne à l'autre, mais un titre d'anticorps protecteur persiste plusieurs mois chez la grande majorité des personnes ayant fait une séroconversion après la vaccination. L'efficacité vaccinale contre la grippe varie d'une année à une autre, comme on mentionnait le plus tôt. Ça tourne autour de 30 à 60% selon les années. Autour de 60% contre le sous-type A H1N1 et le type B, puis de 30 à 40% pour les sous-types A H3N2. C'est bénéfice pour les personnes présentant des risques élevés de complications et de décès, soit les personnes âgées et celles à vivant avec des maladies chroniques. Puis, il y a aussi un facteur non négligeable de baisse de l'absentéisme au travail, diminution du recours aux services de santé, incluant la prise d'antibiotiques. Donc, il est raisonnable de croire que la vaccination contre la grippe pour les travailleurs de la santé permet de réduire la transmission de la maladie aux personnes vulnérables ainsi que les complications qui s'ensuivent. Ça, c'est un élément non négligeable. Quand vacciner contre l'influenza, à partir de novembre, il est à se rappeler que la protection prend 2 semaines à se développer pour être prêt pour la période d'activité grippale qui est de novembre à décembre, en début en fait, puis qui s'étire jusqu'à avril et mai. Il y a un pic d'activité habituellement entre janvier et mars. La vaccination contre le pneumocoque. Vacciner contre les pneumocoques si c'est indiqué. Vous trouverez toutes les informations dans la fiche indicative à ce sujet qui est disponible sur le web. C'est la fiche, le nom de la fiche, là, c'est concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque. Donc, je vous réfère là, à cette fiche. Le vaccin contre l'influenza, comme toutes les doses de vaccins administrées, doivent être saisies dans le registre de vaccination module immunisation. Ce qui est particulier avec le vaccin contre l'influenza, c'est que la raison d'administration doit être précisée et vous devez la sélectionner par ordre de priorité, en respectant l'ordre de priorité, soit premièrement, si c'est un résident en CHSLD. Deuxièmement, si c'est une femme enceinte. Troisièmement, si la personne est atteinte de maladies chroniques pour les 6 mois à 74 ans. Et quatrièmement, si pour toute autre raison. Par exemple, si une femme enceinte est atteinte d'une maladie chronique et que vous lui administrez le vaccin, vous devez sélectionner le critère 2. La raison 1, influenza résident en CHSLD, ne peut être sélectionnée que pour la vaccination en milieu ayant une mission CHSLD privée ou publique. Cette raison ne peut être sélectionnée pour la vaccination en résidence privée. Pour la saisie dans SIPMI, vous pouvez vous référer à l'aide-mémoire Règles de saisie dans le registre pour influenza qui est disponible sur la plateforme ENA, mais que je vais aussi déposer dans la boîte à outils adjacente à cette capsule. La déclaration des manifestations cliniques inhabituelles après la vaccination, tout événement indésirable associé dans le temps à la vaccination doit être qui a été ou non causé par le vaccin lui-même, par ses composantes ou par la technique, doit être déclaré. Comme je mentionnais aussi tout à l'heure, il n'y a pas de délai post-vaccinal où vous pouvez déclarer une manifestation clinique inhabituelle.
à l'exception des réactions locales au site d'injection, soit la majorité des manifestations cliniques post-vaccinales sont une coïncidence, le reflet de ce qui survient naturellement dans la population, sont bénignes et transitoires et sont rarement graves et imprévues. C'est inscrit dans la loi sur la santé publique que tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou évaluer la condition de santé d'une personne qui constate chez une personne qui a reçu un vaccin ou chez une personne de son entourage une manifestation clinique inhabituelle, temporellement associée à une vaccination ou qui soupçonne un lien entre le vaccin et cette manifestation clinique inhabituelle, doit déclarer cette situation au directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais. Les objectifs de la surveillance des manifestations cliniques inhabituelles sont d'identifier les effets secondaires inattendus, graves ou non, détectés jusqu'à présent, documenter la nature, la fréquence et la gravité de ces manifestations, contribuer au contrôle de la qualité des produits et aider les autorités de santé publique dans les prises de décision dans le futur. Comment déclarer une manifestation clinique inhabituelle? Vous avez le formulaire de déclaration qui est disponible en version électronique sur le site du ministère. C'est ce qui complète ma capsule. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle saison de vaccination.